Pour commencer cet épisode, on va se projeter dans une salle d'audience. Pas une salle spectaculaire, pas un décor de cinéma. Une vraie salle, souvent assez froide, parfois trop petite pour contenir l'immensité de ce qui doit y être dit. Il y a des juges, il y a des avocats, il y a des accusés, il y a des survivants, il y a des familles, il y a des traducteurs, des dossiers, des archives, des cartes, des photographies, des témoignages. Et au milieu de tout cela, il y a une question presque impossible. Comment juger l'injugeable ? Comment faire entrer dans le cadre d'un procès des crimes qui ont détruit des familles entières, des villages entiers, parfois une partie d'un peuple? Comment transformer la violence de masse en faits établis, en preuves, en responsabilité individuelle, en condamnation? Comment rendre justice quand les morts ne reviendront pas, quand les survivants restent blessés, quand les sociétés sont divisées, quand les mémoires s'affrontent encore? C'est précisément le cœur de cet épisode. Aujourd'hui, on va parler des génocides et des crimes de masse, mais on ne va pas seulement raconter des événements tragiques. On va essayer de comprendre ce que les sociétés font après le massacre, après la guerre, après l'extermination, après l'effondrement moral et politique. Elles peuvent se taire, elles peuvent oublier, elles peuvent nier, elles peuvent aussi chercher à comprendre, à juger, à réparer, à transmettre. Et c'est cette dernière voie qui nous intéresse. En HGGSP, ce sujet est essentiel parce qu'il croise trois dimensions: l'histoire, la mémoire et la justice. L'histoire cherche à établir et expliquer les faits. La mémoire porte l'expérience vécue, les blessures, les récits, les silences, parfois les concurrences. La justice, elle, cherche à qualifier les crimes, à identifier des responsables, à juger des individus et à dire publiquement qu'un acte a été commis, qu'il est interdit, qu'il mérite sanction. Mais il faut comprendre tout de suite une chose: la justice ne remplace pas l'histoire et elle ne guérit pas mécaniquement la mémoire. Un procès peut établir des faits, mais il ne dit pas tout. Il peut condamner un coupable, mais il ne répare pas toute une société. Il peut donner une place aux victimes, mais il ne fait pas disparaître le traumatisme. La justice est indispensable, mais elle est limitée. C'est cette tension qui rend le thème si important pour le bac. Commençons par les mots. Parce que dans ce chapitre, les mots comptent énormément. On emploie souvent l'expression « crime de masse » pour désigner des violences extrêmes commises à grande échelle contre des populations civiles. Cette expression est utile, mais elle n'est pas toujours une catégorie juridique précise. Elle peut désigner des massacres, des déportations, des politiques d'extermination, des violences systématiques, des nettoyages ethniques, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des génocides. Il faut donc être capable de distinguer. Un crime de guerre est une violation grave des règles applicables en temps de guerre. Cela peut concerner le meurtre de civils, la torture, les traitements inhumains, les attaques contre des populations protégées, les mauvais traitements infligés à des prisonniers ou la destruction injustifiée de biens civils. Le crime de guerre suppose donc un contexte de conflit armé. Le crime contre l'humanité est plus large. Il désigne des actes particulièrement graves comme le meurtre, l'extermination, la déportation, l'esclavage, la torture, le viol ou les persécutions, lorsqu'ils sont commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre une population civile. La notion apparaît dans le droit international au moment des procès de l'après-Seconde Guerre mondiale, notamment à Nuremberg. Elle est essentielle parce qu'elle affirme une idée très forte. Certains crimes ne concernent pas seulement les victimes directes ou l'État où ils ont été commis. Ils blessent l'humanité tout entière. Génocide, lui, est encore plus spécifique. Il ne se définit pas seulement par le nombre de morts, ce point est fondamental. Un génocide n'est pas simplement un très grand massacre. Le cœur juridique du génocide, c'est l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux en tant que groupe. Cela veut dire que ce qui fait le génocide, ce n'est pas uniquement l'ampleur de la violence, c'est le projet de destruction, c'est l'intention génocidaire. Un massacre peut tuer énormément de personnes sans être qualifié juridiquement de génocide si l'intention de détruire un groupe protégé n'est pas démontrée. A l'inverse, le génocide peut inclure des actes qui ne sont pas seulement des meurtres. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale, soumission à des conditions d'existence destinées à entraîner la destruction du groupe, mesures visant à empêcher les naissances, transfert forcé d'enfants. Autrement dit, le génocide vise l'existence même d'un groupe. Cette précision est décisive pour éviter les erreurs au bac. Le mot « génocide » est extrêmement fort. Il ne doit pas être utilisé comme un simple synonyme de massacre. Il a une définition historique et juridique. Cette définition n'est pas tombée du ciel. Elle s'est construite au XXe siècle dans le contexte des violences extrêmes de la Seconde Guerre mondiale et de l'extermination des Juifs d'Europe. Le mot génocide est forgé en 1944 par un juriste juif polonais, Raphaël Lemkin.
Il associe le grec génos, qui renvoie au peuple ou au groupe, et le latin cide, qui renvoie au fait de tuer. Lemkin cherche à nommer un crime qui, jusque-là, n'a pas de nom suffisamment précis, la volonté de détruire un groupe humain en tant que tel. Après la Seconde Guerre mondiale, les procès de Nuremberg constituent une rupture majeure. Pour la première fois, les principaux responsables nazis survivants sont jugés par un tribunal militaire international. Le procès ne permet pas de tout juger, ni tous les coupables, ni toute l'ampleur de la Shoah. Mais il pose des principes essentiels. Les dirigeants peuvent être tenus pour responsables. L'obéissance aux ordres ne suffit pas à effacer la responsabilité. Certains crimes dépassent le cadre des États. Le droit international peut juger des individus. C'est une transformation profonde. Avant, après une guerre, on punissait surtout les États vaincus par des pertes territoriales, des indemnités, des sanctions diplomatiques. Après 1945, on affirme de plus en plus clairement que des personnes peuvent être jugées pour des crimes commis au nom d'un État, d'un régime, d'une armée ou d'une idéologie. Mais attention, à Nuremberg, le génocide n'est pas encore une catégorie juridique autonome comme il le devient ensuite. Le procès juge notamment les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide est adoptée par l'ONU en 1948. C'est elle qui fixe durablement la définition juridique du génocide. À partir de là, le monde dispose d'un mot et d'un cadre, mais disposer d'un cadre ne signifie pas que le crime disparaît. Tout le drame du second XXe siècle, c'est que l'humanité affirme plus jamais ça, tout en se révélant incapable d'empêcher de nouveaux massacres, de nouveaux crimes de masse, de nouveaux génocides. C'est là que la question de la justice devient centrale. Juger après un génocide ou un crime de masse, ce n'est pas seulement punir. Bien sûr, la sanction compte, elle signifie que les crimes ne restent pas impunis. Elle reconnaît la souffrance des victimes. Elle rappelle que l'on ne peut pas tuer, violer, déporter, exterminer sans répondre de ses actes. Mais la justice fait aussi autre chose. Elle établit des faits. Elle recueille des témoignages. Elle oblige à produire des preuves. Elle distingue les responsabilités. Elle évite, quand elle fonctionne correctement, la confusion entre culpabilité individuelle et culpabilité collective. Ce point est très important. Un tribunal ne juge pas un peuple. Il juge des personnes. Il ne dit pas tel groupe est coupable. Il cherche à savoir qui a décidé, qui a organisé, qui a ordonné, qui a exécuté, qui a aidé, qui a incité, qui a laissé faire alors qu'il avait autorité pour empêcher. C'est une différence fondamentale, parce qu'après un crime de masse, les mémoires peuvent facilement basculer dans l'accusation collective, le ressentiment, la vengeance ou la négation. La justice, au contraire, doit individualiser les responsabilités. Mais cette ambition se heurte à des difficultés énormes. D'abord, il y a le nombre. Après un crime de masse, il peut y avoir des milliers, parfois des centaines de milliers, de suspects, de témoins, de victimes, de dossiers. Les tribunaux classiques sont débordés. Ensuite, il y a le temps. La justice arrive souvent après coup. Les preuves ont disparu. Les corps ont été déplacés. Les documents ont été détruits. Les témoins ont peur ou sont morts ou ont oublié certains détails ou portent un traumatisme immense. Il y a aussi la politique. Juger des crimes de masse, c'est toucher à des États, à des armées, à des partis, à des responsables encore influents, à des récits nationaux. La justice peut être entravée par des rapports de force, des refus de coopération, des stratégies de fuite, des pressions diplomatiques. Et puis, il y a la question morale, la plus difficile. Aucune peine ne peut être proportionnée à l'anéantissement d'une famille, d'un village, d'un peuple. Même une condamnation à perpétuité ne répare pas la mort de milliers d'êtres humains. Elle donne une réponse judiciaire, elle ne rend pas la vie. C'est pour cela qu'il faut penser ensemble 3 verbes. Juger, réparer, transmettre. Juger, c'est établir des responsabilités. Réparer, c'est tenter de reconstruire ce qui peut l'être. Reconnaître les victimes, restituer des biens, indemniser quand c'est possible, permettre des funérailles dignes, identifier les corps, recueillir les témoignages, restaurer une place dans la société, créer des mémoriaux, inscrire les faits dans l'espace public. Transmettre, c'est faire en sorte que le crime ne soit pas effacé. C'est enseigner, conserver les archives, écouter les survivants, produire de l'histoire, créer des lieux de mémoire, lutter contre le négationnisme, mais aussi éviter que la mémoire devienne seulement une formule vide. Prenons maintenant un premier exemple essentiel, le génocide des Tutsis au Rwanda. En 1994, en environ 100 jours, des centaines de milliers de Tutsis sont assassinés, ainsi que des Hutus modérés opposés à l'idéologie extrémiste. Le génocide est d'une violence extrême, mais il est aussi d'une proximité effrayante. On a parfois parlé d'un génocide des voisins parce que les tueurs et les victimes vivent souvent dans les mêmes communes, se connaissent, ont partagé les mêmes écoles, les mêmes marchés, les mêmes collines.
Cette proximité rend l'après-génocide particulièrement difficile. Comment reconstruire une société lorsque les survivants peuvent croiser ceux qui ont participé au massacre? Comment juger lorsque le nombre de suspects est immense? Comment rétablir une forme de vie commune lorsque la violence a traversé les villages, les familles, les administrations locales, les lieux de culte, les écoles? Face au génocide des Tutsis, plusieurs formes de justice sont mises en place. Il y a d'abord une justice internationale, avec le Tribunal pénal international pour le Rwanda, le TPIR. Il est créé par le Conseil de sécurité de l'ONU pour juger les personnes responsables du génocide et d'autres violations graves du droit international humanitaire commises en 1994. Il siège à Arusha, en Tanzanie. Son rôle est important, notamment parce qu'il contribue à établir une jurisprudence sur le génocide. Le TPIR est le premier tribunal international à rendre des verdicts pour génocide. Il reconnaît aussi que le viol peut constituer un moyen de commettre le génocide, ce qui est une avancée majeure dans la prise en compte des violences sexuelles comme instrument de destruction d'un groupe. Mais le TPIR a aussi des limites. Il juge surtout des responsables importants, responsables politiques, militaires, administratifs, médiatiques. Il est loin du Rwanda. Il est coûteux, lent, parfois mal compris par une partie de la population rwandaise. Surtout, il ne peut pas juger l'immense masse des participants aux violences. Il y a ensuite les juridictions nationales rwandaises, mais elles sont elles aussi débordées. Après 1994, le Rwanda doit faire face à un nombre gigantesque de détenus et d'accusés potentiels dans un pays dont les institutions judiciaires ont été en grande partie détruites par la guerre et le génocide. C'est dans ce contexte qu'apparaissent les juridictions Gakaka. Le mot Gakaka renvoie traditionnellement à une forme de résolution locale des conflits dans la communauté sur l'herbe. Après le génocide, le Rwanda réactive et transforme cette référence en un système judiciaire destiné à traiter les crimes de génocide à l'échelle locale. Les tribunaux Gakaka sont créés par une loi de 2001 et fonctionnent surtout à partir de 2002 jusqu'en 2012. Leur objectif est multiple. Il s'agit d'accélérer les procès, de désengorger les prisons, de faire émerger la vérité sur les événements locaux, d'identifier les responsables, de permettre aux survivants de témoigner et de favoriser une forme de reconstruction sociale. Les accusés peuvent avouer, demander pardon, parfois obtenir des peines réduites. Certaines peines prennent la forme de travaux d'intérêt général. La logique est donc très différente de celle d'un tribunal international. Le TPIR est une justice lointaine, professionnelle, internationale, centrée sur les plus hauts responsables. Les Gakaka sont une justice de proximité, massive, locale, ancrée dans les communautés. Cette justice de proximité a eu des effets importants, elle a permis de traiter un nombre immense de dossiers, elle a donné à de nombreux survivants la possibilité d'entendre des aveux, de savoir où des proches avaient été tués ou enterrés, de faire reconnaître publiquement certains faits. Elle a produit aussi une masse considérable de témoignages, donc une matière précieuse pour l'histoire et pour la mémoire. Mais il ne faut pas en faire une image trop idéale. Les Gakaka ont aussi été très critiqués. Les juges n'étaient pas des magistrats professionnels. Des témoins ont pu être intimidés. Des survivants ont parfois été exposés à une violence psychologique très forte en racontant les crimes devant leurs voisins. Des innocents ont pu être accusés à tort. Certains coupables ont pu échapper à la condamnation faute de preuves ou à cause de solidarité locale. Les crimes commis par le Front patriotique rwandais, qui a mis fin au génocide mais a aussi été accusé de violences graves, n'ont pas été traités de la même manière dans ce dispositif. C'est là que l'exemple rwandais est précieux pour le BAC. Il montre qu'après un génocide, aucune justice n'est parfaite. La justice internationale peut être trop lointaine. La justice nationale peut être débordée. La justice locale peut être plus proche des victimes, mais aussi plus fragile, plus exposée aux pressions sociales, plus dépendante des rapports de force locaux. Pourtant, malgré ces limites, l'absence de justice aurait été encore plus dangereuse. Sans justice, les crimes restent dans le silence. La vengeance peut remplacer le droit. Les survivants peuvent avoir le sentiment d'être abandonnés et les négationnismes trouvent plus facilement un terrain. Le deuxième grand exemple est celui de l'ex-Yougoslavie. Au début des années 1990, la Yougoslavie se disloque dans une série de guerres, notamment en Croatie, en Bosnie-Herzégovine, puis plus tard au Kosovo. Ces conflits sont marqués par des sièges, des massacres, des déplacements forcés, des camps de détention, des viols systématiques, des politiques de purification ethnique. L'Europe redécouvre alors, sur son propre continent, des images que l'on croyait appartenir au passé. Face à ces crimes, le Conseil de sécurité de l'ONU crée en 1993 le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Le TPIJ, il siège à La Haye. C'est le premier tribunal international de ce type créé par l'ONU, et le premier tribunal pénal international depuis Nuremberg et Tokyo.
Là encore, l'objectif n'est pas seulement de punir, il est aussi d'établir des faits, de lutter contre l'impunité, de donner une voix aux victimes et de contribuer à la paix. C'est ambitieux, peut-être trop ambitieux, mais c'est essentiel. Le TPIY ne peut pas à lui seul réconcilier les sociétés issues de l'ex-Yougoslavie. En revanche, il peut produire un socle judiciaire. Des crimes ont été commis, des responsabilités sont établies, des témoignages sont conservés, des décisions sont rendues. L'un des événements les plus importants est le massacre de Srebrenica en juillet 1995. Après la prise de cette enclave par les forces serbes de Bosnie, plus de 7000 hommes et garçons bosniaques musulmans sont exécutés. Le TPAPAIM établit ensuite que ces crimes constituent un génocide. Dans l'affaire Radislav Krstić, la Chambre d'appel confirme en 2004 que le génocide a été commis à Srebrenica. Ce n'est pas seulement une condamnation individuelle, c'est aussi une reconnaissance judiciaire d'un fait historique massivement nié ou minimisé par certains acteurs. Le TPAPAI a inculpé 161 personnes. Parmi elles, des responsables militaires, politiques, policiers, parfois très haut placés. Des figures majeures comme Radovan Karadzic et Ratko Mladic ont fini par être condamnés. Là encore, le message est important. Même les dirigeants, même les chefs militaires, même ceux qui semblent intouchables, peuvent être appelés à répondre de leurs actes. Mais le TPAPAI a lui aussi ses limites. Il est souvent perçu différemment selon les mémoires nationales. Pour certains, il représente une justice nécessaire. Pour d'autres, il est vu comme une justice imposée de l'extérieur ou politiquement orientée. Les procès sont longs. Les condamnations ne suffisent pas à faire disparaître le négationnisme. À Srebrenica, malgré les décisions judiciaires, le mot génocide reste contesté dans certains discours politiques. Cela montre une chose fondamentale. Une vérité judiciaire peut être établie sans être immédiatement acceptée par toutes les mémoires. C'est précisément là que l'histoire intervient. Le juge établit des responsabilités pénales. Il dit si un accusé est coupable ou non, à partir d'un dossier, de preuves, de règles de procédure. L'historien, lui, ne juge pas au même sens. Il cherche à comprendre un processus, à croiser les sources, à replacer les événements dans le temps long, à expliquer les causes, les mécanismes, les acteurs, les enchaînements. Mais il peut utiliser les archives judiciaires. Les procès produisent des documents, des témoignages, des expertises, des cartes, des enregistrements. Ils deviennent donc une source pour l'histoire. La justice, en ce sens, contribue à l'écriture de l'histoire, même si elle ne la remplace pas. Il faut aussi parler de la réparation. Le mot est délicat parce qu'il peut donner l'impression qu'un crime de masse pourrait être compensé comme un dommage ordinaire. Ce n'est évidemment pas le cas. On ne répare pas un génocide comme on répare un objet cassé. Les morts ne reviennent pas. Les enfances détruites ne sont pas rendues. Les familles disparues ne sont pas reconstituées. Mais réparer dans ce contexte signifie autre chose. Cela peut signifier reconnaître officiellement le crime. Cela peut signifier restituer un nom à une victime, retrouver un corps, permettre une sépulture, rendre un bien, indemniser une spoliation, donner accès aux archives, soutenir les survivants, construire des mémoriaux, faire entrer les faits dans les programmes scolaires, protéger les lieux de mémoire, condamner publiquement le négationnisme. La réparation est donc matérielle, symbolique, politique et mémorielle. Prenons l'exemple de la Shoah. Après 1945, le travail de justice est long, incomplet, parfois tardif. Nuremberg est une étape fondatrice, mais beaucoup de criminels nazis échappent au procès. Des procédures continuent dans plusieurs pays pendant des décennies. Le procès Eichmann, à Jérusalem en 1961, donne une place nouvelle aux témoignages des survivants et transforme profondément la mémoire publique de la Shoah. Des mémoriaux sont construits, des musées sont créés, les noms des victimes sont recherchés, les archives sont conservées. Les œuvres littéraires et cinématographiques deviennent des supports de transmission. Il y a là une idée essentielle. La transmission n'est pas automatique, elle se construit. Un crime de masse peut être oublié, déformé, minimisé, nié. Les victimes peuvent être réduites à des chiffres. Les bourreaux peuvent se présenter comme des exécutants. Les sociétés peuvent préférer tourner la page trop vite. C'est pour cela que transmettre est un travail. Un travail d'historien, d'enseignant, de témoin, de cinéaste, d'écrivain, de juriste, de famille, d'institution. Transmettre, ce n'est pas seulement dire « il ne faut pas oublier ». Cette phrase est juste, mais elle ne suffit pas. Il faut savoir quoi transmettre, comment le transmettre, avec quelles sources, avec quelles précautions. Il faut éviter le spectaculaire, éviter la concurrence victimaire, éviter la simplification. Il faut restituer les victimes comme des personnes, pas seulement comme des nombres. Il faut expliquer les mécanismes qui rendent possible la violence de masse. La propagande, la déshumanisation, l'obéissance, l'idéologie, la peur, l'opportunisme, la bureaucratie,
le silence des témoins, la passivité internationale. Car un génocide ne commence pas seulement avec le meurtre, il commence souvent avant, avec les mots, avec la désignation d'un ennemi intérieur, avec la classification, avec l'exclusion, avec la propagande, avec l'idée que certains êtres humains seraient moins humains que d'autres. Comprendre cela, ce n'est pas excuser. C'est au contraire se donner les moyens d'identifier les signes de basculement. Pour le bac, tu dois donc éviter deux erreurs. La première erreur serait de faire un récit purement émotionnel. L'émotion est légitime, évidemment. Mais une copie de HGGSP doit analyser. Il faut définir, contextualiser, distinguer les formes de justice, montrer les enjeux, donner des exemples précis. La deuxième erreur serait de faire un récit purement juridique, froid, comme si la justice suffisait à tout résoudre. Ce serait oublier que ces crimes détruisent des sociétés entières et que la reconstruction passe aussi par les mémoires, les archives, les lieux, les récits, les gestes symboliques, les politiques publiques. Une bonne copie doit tenir les deux ensemble. Elle peut montrer que juger les génocides et les crimes de masse permet de lutter contre l'impunité, d'établir des faits, d'individualiser les responsabilités et de reconnaître les victimes. Elle peut ensuite montrer que la justice rencontre de fortes limites. Lenteur, coût, éloignement, difficulté des preuves, pression politique, traumatisme des témoins, refus de certains groupes de reconnaître les verdicts. Elle peut enfin montrer que la justice ne suffit pas. Pour reconstruire, il faut aussi réparer et transmettre, c'est-à-dire faire entrer le crime dans une mémoire collective, dans une histoire rigoureuse, dans des lieux de mémoire, dans l'éducation. Si tu as un sujet comme «La justice permet-elle de reconstruire les sociétés après un génocide?», il ne faut surtout pas répondre de manière simpliste. La bonne réponse est nuancée. Oui, la justice est indispensable parce qu'elle reconnaît les crimes, punit des responsables, produit des archives et donne une voix aux victimes. Mais elle ne suffit pas parce qu'elle ne peut pas juger tout le monde, parce qu'elle ne guérit pas tous les traumatismes et parce qu'elle peut être contestée. La reconstruction suppose donc aussi un travail historique, mémoriel, social et politique. Si tu as un sujet comme juger les crimes de masse, un enjeu de justice ou de mémoire, il faut répondre que c'est les deux. C'est un enjeu de justice parce qu'il faut établir des responsabilités pénales. Mais c'est aussi un enjeu de mémoire parce que le procès inscrit publiquement des faits, reconnaît les victimes, produit un récit officiel et peut contribuer à empêcher le négationnisme. Si tu as un sujet sur les limites de la justice internationale, tu peux mobiliser le TPIR et le TPI. Le TPIR montre l'importance d'une justice internationale face au génocide des Tutsis, mais aussi ses limites. Éloignement, lenteur, impossibilité de juger tous les responsables. Le TPI Fouaïd montre que la justice internationale peut poursuivre des dirigeants et établir des faits majeurs, comme le génocide de Srebrenica, mais aussi que les verdicts ne suffisent pas à réconcilier les mémoires. Au fond, cet épisode nous dit quelque chose de très profond sur les sociétés humaines. Après un crime de masse, le danger n'est pas seulement que des êtres humains aient été tués, c'est aussi que leur mort soit niée, que leur nom disparaisse, que les responsables se cachent derrière l'obéissance, que les États se protègent, que les archives soient détruites, que les survivants ne soient chez n'ont pas cru, que les générations suivantes ne comprennent plus. Juger, réparer, transmettre, ce sont trois manières de lutter contre cette seconde disparition. Juger, c'est dire les crimes ont eu lieu et ceux qui les ont commis doivent répondre de leurs actes. Réparer, c'est dire les victimes ne sont pas seulement des morts ou des survivants silencieux, elles ont droit à une reconnaissance, à une dignité, à une place. Transmettre, c'est dire ce qui s'est passé ne doit pas devenir un brouillard, un chiffre abstrait, une mémoire manipulée ou une histoire effacée. Mais il faut rester lucide. La justice n'est pas magique, la mémoire peut diviser, l'histoire peut être instrumentalisée. Les procès peuvent être trop tardifs, les réparations peuvent sembler insuffisantes. Les survivants peuvent ne jamais se sentir véritablement réparés. Les sociétés peuvent ne continuer à vivre avec des mémoires opposées. C'est justement pour cela que ce thème est si important. Il ne donne pas une réponse simple, il oblige à penser la complexité. La justice est nécessaire, mais elle est incomplète. La mémoire est indispensable, mais elle peut être fragile ou conflictuelle. L'histoire est essentielle, mais elle demande du temps, des sources, de la méthode. Après les génocides et les crimes de masse, reconstruire une société ne consiste pas à tourner la page. Cela consiste plutôt à apprendre à lire cette page, à la conserver, à la transmettre, sans la falsifier et sans croire qu'elle peut être effacée. Pour terminer, retiens cette phrase. Face au génocide et aux crimes de masse, juger ne suffit pas à réparer, mais ne pas juger empêche souvent de reconstruire. Et si tu dois garder une idée pour le bac, garde celle-ci. La justice transforme des violences extrêmes en faits établis,
en responsabilité et en archives. Mais seule l'articulation entre justice, histoire et mémoire permet de transmettre durablement ce qui s'est passé. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner, à partager et surtout à foncer écouter les suivants. À très vite.